il se pourrait que M2 commence à partir du troisième caractère de M1. Donc, si je trouve deux caractères différents, je relance la recherche en remettant l'indice de M1 à 0, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'atteins la fin. Donc, quand est-ce que je dirais que M1 est un sous-mot de, plutôt M2 est sous-mot de M1? Lorsque j'arrive à la fin de M2, n'est-ce pas? Avec tous les caractères égaux dans le mot M1. Dans ce cas, je retourne vrai. Dans quel cas, je peux directement retourner faux? Et on trouve un caractère de M2 qui n'est pas dans M1. Si on trouve un caractère de M2 qui n'est pas dans M1, mais M1 n'est pas encore terminé. Donc, le sous-mot M2 peut commencer à partir du troisième caractère de M1. Donc, si je compare M2 de 0 avec M1 de 0, je vais les trouver différents. Mais si je compare M1 de 0 avec M2 de 3, par exemple, je les trouve identiques. D'accord? Donc, il faut s'assurer que je parcours tout le mot M1 pour rechercher la séquence qui se trouve dans M2. Donc, dans ce cas, dans un seul cas, je peux retourner directement fou. C'est lorsque il me reste plus de caractères ou bien il me reste pas assez de caractères dans M1 pour comparer les caractères de M2. D'accord? C'est-à-dire que je vais avancer dans M1 et je ne trouve pas de caractère. À chaque fois, je relance la recherche. D'accord? À un certain moment, il va me rester par exemple 2 caractères dans M1. Et M2, sa taille est de 5 caractères. Dans ce cas, je suis sûre que je ne vais pas trouver M2 son mot de M1. Et donc, je retourne faux. Donc, on va exprimer tout ça dans un algorithme ou dans une fonction. Donc, alors, les paramètres d'entrée à ma fonction sont les suivants. Donc, j'ai deux mots, char M1 ou bien car M1 de 30, M2 30 ou 40, ce que vous voulez, ou bien 100. Et puis, j'ai deux indices, I, J, N1, N2. L'indice I pour parcourir le mot M1, l'indice J pour parcourir le mot M2, N1 c'est la taille du mot M1 et N2 c'est la taille du mot M2. Les deux mots peuvent avoir la même taille, comme ils doivent avoir sinon une taille différente avec N1, bien sûr, supérieur à N2. D'accord? Donc, ils peuvent avoir la même taille, mais M2 ne doit pas avoir une taille inférieure à M1. Parce que si c'est le cas, je ne vais pas faire appel à cette fonction. Je vais directement dans le programme afficher que M2 ne peut pas être un sous-mot de M1 puisque sa taille dépasse la taille de M1, sans faire appel à cette fonction. Bref, donc la fonction va nous retourner un booléen parce qu'il s'agit d'une vérification. D'accord? Début. Alors, dans quel cas? Là, le premier cas trivial où M2 est un sous-mot de M1 et que j'arrive à atteindre la taille N2 du M2. C'est-à-dire que J égale à N2 ou bien supérieur ou égal. D'accord? Donc, si j'arrive à trouver que G est supérieur ou égal à N2, dans ce cas, j'ai parcouru tous les caractères de M2 et je les ai trouvés dans le mot M1. Et dans ce cas, je retourne vrai. Ça, c'est le premier cas trivial. Sinon, deuxième cas trivial. Dans quel cas je dirais que M2 ne peut pas être un sous-mot de M1? Ce que je viens de vous dire maintenant est que j'arrive à trouver que l'indice courant du mot M1 est supérieur à la taille du mot M1 moins la taille du mot M2 moins J. D'accord? Donc, dans ce cas, ça veut dire que il ne me reste pas assez de caractères dans M1 pour les comparer avec M2. Donc, automatiquement, je ne vais pas avoir vrai. D'accord? Donc, je retourne directement faux sans continuer la recherche. Sinon,
Si les deux caractères sont les mêmes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer dans les deux mots. C'est-à-dire, je vais incrémenter le i et je vais incrémenter le j pour pouvoir comparer les caractères suivants. D'accord? Donc, si les deux caractères sont les mêmes, je dois continuer la recherche des autres caractères en avançant avec les deux indices. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire appel à la même fonction avec i plus 1, j plus 1, toujours la taille n1 et la taille n2. Donc, il s'agit d'un appel récursif. Très bien. Maintenant, si les deux caractères sont différents, je ne peux pas retourner directement faux. Pourquoi? Parce que je dois rechercher la séquence de M2 à partir de I plus 1 caractère de M1. D'accord? Parce que il se pourrait que M2, la séquence de M2 existe à partir du ième caractère de M1 ou bien par exemple de troisième caractère. Si je trouve que les deux premiers caractères sont les mêmes, après les deux caractères suivants sont les mêmes, mais à partir de i égale 2 et j égale 2, je trouve des caractères différents. Dans ce cas, je dois remettre j à 0 pour recommencer la recherche. Et le i, je dois mettre i à quel caractère? Pas au caractère suivant, mais par contre, je dois le remettre à i moins j plus 1. Imaginez que, c'est-à-dire que j'ai vérifié les deux premiers caractères, je les ai trouvés les mêmes, mais à partir du troisième caractère, ils sont différents. Donc pour i, je ne vais pas mettre i plus 1. Je vais fausser la recherche. Par contre, je dois mettre i moins j plus 1. Je retranche les deux caractères que j'ai déjà vérifiés pour remettre mon i à 1. Au lieu de le remettre à 3, je vais le remettre à 1. Donc, je dépasse uniquement le premier caractère. D'accord? Pour rechercher la séquence à partir de i égale 1. Est-ce que c'est clair? Donc, sinon, c'est-à-dire que M1 de i différent de M2 de j. Donc là, je retourne. Alors, donc je retourne toujours la même fonction. Donc, je fais appel à la fonction SOMO avec M1, M2. I moins J plus 1. Et 0 pour M2, toujours avec la taille N1 et la taille N2. Donc, il faut revenir à 0 dans M1 et à l'indice I moins J plus 1 dans M2, dans M1 et relancer la recherche SOMO. Madame, j'ai pas compris pourquoi on va commencer I moins J plus 1. Je crois que je dois vous donner un exemple. D'accord, merci. Regardez bien. Imaginez que M1, par exemple, égale à A, B, A, B, C. Voilà. Et M2 égale, qu'est-ce qu'on va dire pour la séquence? ABC, par exemple. ABC, n'est-ce pas? Donc, alors, la taille de M2 égale 3. Alors, N1. La taille de N1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, N1 égale 10 et N2 égale 3. Alors, je rentre dans la fonction. Je fais appel à la fonction avec i égale 0, j égale 0, n1 c'est 10, n2 3 et m1 et m2. D'accord? Donc, je vérifie. Est-ce que j égale n2? J, il est égal à 0 initialement. Donc, c'est différent. D'accord? Donc, j est différent de n2, donc je rentre dans le sinon. Est-ce que i est supérieur à n à moins n2 moins j? Non. Donc, je rentre dans le sinon. Est-ce que m1 de i égale m2 de j? Regardez bien, a égale à a. C'est vrai. N'est-ce pas? Ah, les retardataires. Et pourtant, le cours est programmé à 13 heures. Ah, je ne trouve pas. Bon.
D'accord? Donc, premier caractère, vérifié. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne SOMO. Alors, SOMO avec M1, M2, 1, 1, toujours 10 et 3. N'est-ce pas? Je rentre encore. J égale 1, il n'est pas égal à N2, qui est 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vérifie la deuxième condition. I n'est pas supérieur à N1 moins N2 moins J. Alors, N1, 10 moins 3 moins 1. Donc, 6. Alors, I, c'est 1. Donc, ce n'est pas vérifié. Je vérifie, est-ce que M1 de I égale M2 de J? Est-ce que c'est le cas? Regardez bien. Ici, il s'agit de B pour M2 et il s'agit de A pour M1. Donc, la condition n'est pas satisfaite. Donc, je rentre dans le sinon. Le sinon, que dit le sinon? Donc, je relance la recherche en initialisant J à 0. Pourquoi je dois initialiser J à 0? Donc, ici, I égale 1 et J égale 1. Donc, après l'appel de cette fonction, le I, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, alors, I moins J, c'est-à-dire 1 moins 1, plus 1. Donc, le I va être égal à 1 et le J doit être réinitialisé à 0. Pourquoi? C'est pour rechercher encore cette séquence à partir de A, B, C, à partir de A, à partir du deuxième caractère de M1. Au départ, j'ai commencé à chercher si M2 est un sous-mot de M1 à partir du premier caractère. Si j'arrive à trouver deux caractères différents, donc je relance la recherche à partir du caractère suivant, le caractère avec lequel j'ai commencé ma recherche. D'accord? Donc, je ne dois pas relancer la recherche à partir de B. Je dois relancer la recherche à partir de A pour s'assurer que je recherche cette séquence à partir de chaque caractère de M1. D'accord? Là, vérifier un mot, si un mot est un sous-mot d'un autre mot, n'est pas équivalent à vérifier que le mot est un préfixe d'un mot donné. Si c'était un préfixe, oui. Donc, il faut que le sous-mot soit au départ. D'accord? Au début. Si c'était un suffixe, il faut qu'il soit à la fin. Mais un sous-mot peut se trouver à n'importe quel endroit du mot. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer qu'il n'existe pas à partir de chaque caractère de M1. D'accord? Maintenant, on va continuer. Très bien. Donc, j'ai relancé la recherche avec J égale 0. Je rentre dans la fonction. Toujours ce mot avec, donc ce mot avec M1, virgule M2, virgule I cette fois-ci c'est 1 et J 0. N1 c'est toujours 10 et N2 c'est toujours 3. Après, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va retourner? Est-ce que J égale à N2? Non. Est-ce que I qui est égal à 1 supérieur à 6? Non. Est-ce que M1 de I égale M2 de J? M1 de 1 égale M2 de 0. Est-ce que c'est le cas? Regardez bien. A égale A. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je relance la recherche avec I plus 1 et J plus 1. Donc, le I va devenir 2 et le J à 1. D'accord? Donc, je relance ce mot avec toujours M1, virgule M2, virgule, donc 2, 1, virgule 10, virgule 3. N'est-ce pas? Après, quand je rentre encore une fois dans cette fonction, je vérifie. Est-ce que 1 égale à N2? 1 égale 3? Non. Est-ce que I qui est égal à 2 supérieur à N1 moins N2 moins J? Non. Est-ce que M1 de I égale M2 de J? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié?
est-ce que M1 de I égale M2 de J? Alors, M2 de 2, plutôt M1 de 2, est-ce qu'il est égal à M2 de 1? Oui. On va voir B, B. Très bien. Donc, j'avance. Je rentre dans cette condition. Donc, je relance ma recherche avec I égale à quoi dans ce cas? Donc, I égale 3 et J égale 2. La taille N1, c'est toujours 10. La taille N2, c'est toujours 3. Après, je rentre encore dans cette fonction. Est-ce que J qui est égal à 2 égale à 3? Non. Donc, je rentre dans le sinon. Est-ce que I qui est égal à 3 est supérieur à 6? Non. Donc, je rentre dans le sinon. Est-ce que M1 de 3 égale M2 de 2? Est-ce que M1 de 3 égale M2 de 2? M2 de 2, c'est bien le C. Et M2, M1 de 3, c'est B. Donc, ils sont différents. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais relancer la recherche avec J égale 0. Donc, J, je le remets à 0. Et le I? Le I, regardez bien, j'ai commencé la recherche à partir, ma séquence a débuté à partir de I égale 1. Donc, automatiquement, je dois relancer la recherche à partir de 2, n'est-ce pas? Comment avoir ce 2? C'est I avec I égale I moins J. Alors, I moins J, le J était à combien? Était 2. Le I était à 3. Donc, 3 moins 2, c'est 1, plus 1. Et donc, le I devient 2. Et je relance ma recherche avec ces nouveaux indices, toujours avec M1, M2. Alors, I, c'est 2 et J, c'est 0. La taille de M1, 10. La taille de M2, 3. Maintenant, je rentre encore. Est-ce que J qui est égal à 0 est égal à 3? Non. Donc, je rentre dans le sinon. Est-ce que I qui est égal à 2 est supérieur à 6? Non. Donc, je rentre dans l'autre si. Est-ce que M1 de 2 égale M2 de 0? Regardez bien, M1 de 2. C'est le B. Est-ce qu'il est égal à 1? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le sinon. Donc, qu'est-ce que je retourne? Je retourne, je change l'indice I. Alors, I reçoit I moins G plus 0. Le G est égal à 0. Donc, I, elle est égale à 2. 2 moins 0 plus 1. Donc, le I devient 3. Et le J devient 0. Et je relance la recherche avec ces nouvelles valeurs de ces deux indices. Donc, M2. Alors, après, I, c'est 3. Et J, c'est 0. La taille M1, 10. La taille M2, c'est 3. Je rentre encore dans la fonction. J égale à 0, donc la première condition n'est pas satisfaite. La deuxième condition non plus. Donc, je rentre dans le sinon. Est-ce que M1 de 3 égale M2 de 0? M1 de 3, on va regarder. M1 de 3, c'est quoi? C'est B. C'est ce deuxième B. Est-ce qu'il est égal à A? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relance encore ma recherche. Je rentre dans le sinon. Donc, je remets le G à 0 et j'incrémente le I. Donc, I devient I moins G plus 0. Plus 1 plutôt. Donc, I moins G, c'est 3 plus 1, 4. Donc, I devient 4. Et J, toujours 0. Et je relance ma recherche avec toujours M1, M2. Alors, I, c'est 4. J, c'est 0. N1, 10. N2, c'est 3. Maintenant, je rentre encore dans la fonction. Est-ce que 0 égale 3? Non. Est-ce que 4 supérieur à 6? Non. Est-ce que M1 de 4 égale M2 de J? M1 de 4. M1 de 4, c'est A. Est-ce qu'il est égal à M2 de 0? Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans ceci et je relance ma recherche avec
I plus 1, J plus 1. D'accord? Donc, je relance ma recherche avec I plus 1 et J plus 1. Donc, I plus 1, c'est 5 et J plus 1, c'est 1. D'accord? Ensuite, je rentre encore dans la fonction. Alors, est-ce que J qui est égal à 1 égale à N2? Non. Est-ce que I est supérieur à N1 moins N2 moins J? Alors, N1, c'est 10, moins N2, combien? 3, donc 7, moins 1, c'est 6. Donc, ce n'est pas vrai. Je rentre dans le silence. Est-ce que M1 de I égale à M2 de J? Oui. Alors, M1 de 5 égale à M2 de 1. C'est vrai. M1 de 5, il s'agit de B, égale M2 de 1. Donc, j'avance avec I plus 1 et J plus 1. Donc, je fais appel à cette même fonction avec toujours M1, M2 et I plus 1, donc 6. Et J plus 1, c'est combien? J plus 1, c'est 2. Là, j'ai oublié de rajouter les deux tailles, d'accord? Toujours avec 10 et 3, d'accord? Donc, je rajoute ici les deux tailles N1 et N2. Ensuite, je rentre dans cette fonction. Je vérifie les conditions. Est-ce que J2, qui est égal à 2, égale à 3? Non. Est-ce que I, qui est égal à 6, supérieur à N1 moins N2 moins J? On va calculer. N1, c'est 10, moins 3. N1 moins 3. Alors, 10 moins 3. 7. 7. Moins 2. 5. Est-ce que 6? Oui, c'est supérieur. Attendez, là, je me suis trompée. Est-ce que c'est supérieur? Oui. Supérieur ou égal? Donc, 6 supérieur à 5, c'est ça? N1 moins N2 moins J. Pardon, il y a une parenthèse, d'accord? Donc, N1 moins N2 moins J. Et donc, j'aurai alors 10 moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 3, donc 7, moins 2, c'est-à-dire plus 2. Et donc, j'aurai combien? 7 plus 2, 9. Donc, ce n'est pas vrai. Alors, je rentre dans le sinon. Est-ce que M1 de I égale M2 de J? Alors, M1 de I. Alors, le I, c'est 6. M1 de 6. Alors, M1 de 6. Alors, est-ce que M1 de 6, alors, c'est égal à quoi M1 de 6? C'est égal à C. Égal, est-ce que M1 de 6 égale à M2 de 2? M2 de 2, c'est C, n'est-ce pas? Donc, c'est égal. Qu'est-ce que je vais faire? Je relance encore la fonction avec I plus 1. Alors, I, dans ce cas, devient 7 et J devient 3. N'est-ce pas? Je rentre encore dans la fonction. Alors, je rentre encore dans la fonction SOMO avec M1, M2. Alors, le I, dans ce cas, c'est 7 et le J, c'est 3. N1, c'est 10, N2, c'est 3. D'accord? Je vérifie. Est-ce que G égale à N2? N2, c'est 3. G égale 3. Dans ce cas, qu'est-ce que je retourne?
Dans ce cas, je retourne vrai et c'est la fin des appels récursifs. Est-ce que c'est clair? Allô, allô. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, rechercher si un mot est un sous-mot d'un autre mot, il ne faut pas rechercher juste au début, d'accord? Il faut s'assurer qu'à partir de chaque caractère de M1, le mot M2 n'est pas un sous-mot. D'accord? Donc, dans ce cas, on a trouvé que le mot est un sous-mot. On peut donner un autre exemple si vous n'avez pas compris. Si vous avez compris, vous pouvez redérouler avec un autre exemple qui n'est pas sous-mot, d'accord? Pour voir est-ce qu'on va arriver à retourner faux. D'accord? C'est bon? J'avance? Je laisse ce que j'ai rajouté comme déroulement ou j'efface? C'est comme vous voulez. Vous préférez que je le garde? Hein? Oui, monsieur. Je Oui, le madame, laisse. laisse. D'accord. Donc, après, on va passer à la dernière fonction. D'accord? La dernière fonction, elle est très facile. Donc, il s'agit de vérifier si deux mots M1 et M2 sont identiques. Identiques, c'est-à-dire ils ont les mêmes caractères aux mêmes positions. Donc, si vous avez remarqué dans cette fonction, j'ai mis un seul indice. Pourquoi? Parce que si les deux mots n'ont pas la même taille, donc pas besoin de faire appel à cette fonction. Donc, il faut que les deux mots aient la même taille pour pouvoir comparer caractère par caractère. Donc, je prends en paramètre d'entrée dans cette fonction, je prends deux mots avec la taille 40, tout ce que vous voulez, et l'indice i et la taille n, parce qu'il s'agit de la même taille, et je vais utiliser le même indice pour parcourir les deux mots. Vous pouvez utiliser deux indices différents. Moi, pour gagner en termes de variables, de nombre de variables, donc je déclare, j'utilise un seul indice parce que je dois avancer dans les deux mots avec le même degré, d'accord? C'est-à-dire je n'avance pas dans un mot sans avancer dans l'autre mot. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un seul indice pour parcourir les deux mots. Et la fonction va retourner aussi un booléen. Donc, début. Alors, quand est-ce que je dirais que les deux mots sont identiques? Si j'arrive à parcourir tous les caractères et donc j'arrive à i supérieur ou égal à la taille. Donc, je retourne directement vrai. Les deux mots sont identiques. Dans quel cas je retourne directement faux? Si je trouve deux caractères différents. D'accord? Donc, c'est M1 de I différent de M2 de I. Donc, il faut retourner directement faux. Sinon, je relance la recherche avec les deux caractères suivants, donc indiqués par I plus 1. D'accord? Donc, je fais appel à la même fonction identique avec M1, M2 et l'indice plus 1 et N. Donc, je relance la vérification. Fin si, fin. Donc, si ce n'est pas clair, je déroule là aussi. Pas la peine, madame. Pas la peine. Donc, c'est facile. Celle-là, elle est très facile. Donc, c'est la deuxième fonction qui nécessite un peu de réflexion. Il faut refaire la fonction, d'accord? Vous le refaites et vous refaites le déroulement pour mieux comprendre. Avec ça, on termine les exercices sur la récursivité. Donc, maintenant, je pense que je vais passer à la présentation qui contient les rappels. Donc, j'ai préparé cette présentation hier soir. Donc, elle contient juste l'essentiel sur les listes, puisque vous l'avez demandé, parce que initialement, je n'ai pas prévu de le faire. J'ai prévu de faire pour les piles et les fils. Par contre, les listes, je n'ai pas pensé le faire, d'accord? Mais comme vous l'avez demandé, alors j'ai préparé rapidement une petite présentation qui contient l'essentiel de ce chapitre, d'accord? Donc, on va commencer par les définitions. Donc, une liste chaînée, c'est une structure de données. Votre module s'appelle algorithmique et structure de données. C'est pour ça que vous faites les listes, les piles, les fils, les arbres. C'est des structures de données. Chaque structure possède les primitives de gestion propres à elle. D'accord? Donc, pour une liste chaînée, à l'intérieur de laquelle, donc c'est une structure de données à l'intérieur de laquelle les objets sont ordonnés de manière linéaire. Donc, comme les tableaux, les objets sont ordonnés
de manière linéaire, mais à la différence des tableaux, l'ordre linéaire est déterminé par les indices. Pour les listes, l'ordre est déterminé par un pointeur dans chacun des objets. Objet, là, il ne faut pas voir l'orienté objet, d'accord? Donc, je veux dire par objet une cellule, un nœud, d'accord? Donc, qui doit contenir un pointeur, toujours, qui contient l'adresse qui pointe vers le prochain élément de la liste. Donc, elle s'appelle, donc les listes, c'est des structures linéaires, comme les tableaux, sauf que, bien sûr, il y a des différences entre les tableaux et les listes. Donc, on va voir les propriétés, vous allez comprendre. Donc, par rapport aux listes, les propriétés d'une liste, donc il n'y a aucune contrainte n'est imposée sur le nombre d'éléments que doit contenir la structure liste. Contrairement au tableau qu'il faut fixer une date maximale, plutôt une taille maximale, tout à fait au moment de la déclaration. Donc, pour une liste chaînée, rien n'est imposé sur le nombre d'éléments. D'accord? Donc, vous pouvez insérer tant d'éléments que vous voulez. Par contre, dans un tableau, la taille maximale est fixée au départ. Après, on gère avec n. Mais si on dépasse la taille maximale, on ne peut plus insérer. D'accord? Aussi, donc, la taille de la structure s'agrandit à chaque ajout d'éléments et se réduit à chaque suppression d'éléments. Donc, l'accès aux éléments de la structure est séquentiel. Donc, partant du premier élément. Donc, si je veux accéder à un énième élément, il faut que je parcours tous les éléments précédents. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accéder directement au énième élément parce que je ne connais pas son adresse. Donc, chaque élément contient l'adresse de son suivant. Donc, je suis obligée de parcourir tous les éléments pour arriver au énième élément. Contrairement au tableau, si vous voulez accéder au énième élément, donc on connaît son indice, on peut accéder directement. D'accord? Et puis, les opérations d'insertion et de suppression d'éléments ne nécessitent pas de décalage. Donc, pour les tableaux, pour insérer ou supprimer, on doit décaler les éléments. Pour les listes, on n'a pas besoin de décalage. Donc, il suffit juste de mettre à jour le chaînage entre les éléments. L'allocation ou la libération d'espace se fait par programme. Donc, avec les listes, on peut allouer l'espace pour un nouvel élément, comme on peut libérer un espace pour un élément supprimé. Contrairement au tableau, donc on ne peut pas supprimer un espace occupé par une case. D'accord? Donc, la suppression se fait à la fin de l'exécution du programme par le compilateur. Donc, les listes, on peut le faire nous-mêmes. D'accord? Peut se faire dans le programme. Pour manipuler les structures de données dynamiques, on utilise aussi des variables dynamiques que l'on manipule via des pointeurs. Donc, pour définir une liste, je dois déclarer un pointeur qui va pointer vers le premier élément de la liste. C'est ce qu'on appelle tête de liste. D'accord? Donc, par convention, l'accès à une liste chaînée ou à une cellule est simplement un pointeur vers le premier élément de cette liste ou vers n'importe quelle cellule de la liste. Donc, brièvement, les définitions de manière générale. Maintenant, on va voir une liste simplement chaînée ou bien unidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Donc, une liste unidirectionnelle est constituée de cellules, bien sûr, ou bien des nœuds chaînés. D'accord? Une cellule est composée de deux parties. Donc, le nœud ou le maillon ou la cellule est composée de deux parties. La première partie, c'est la partie information. On l'appelle info. Elle contient l'information d'un élément, simple ou bien structuré de la liste. Un entier, un réel, une structure, un fichier, une piste, ce que vous voulez. D'accord? Donc, un type qui peut être soit simple, soit structuré. Et la deuxième partie, c'est le suivant, contenant un pointeur sur une autre cellule. Un pointeur vers la cellule suivante ou l'élément suivant, ou bien le maillon suivant ou le nœud suivant. D'accord? Donc, le suivant du dernier élément est désigné par l'adresse nil. Donc, unidirectionnel. Le premier élément pointe vers le suivant vers le suivant, mais le dernier élément, il n'y a pas de suivant après le dernier élément, donc le pointeur contient l'adresse nil, ou bien nul. D'accord? Donc, voici schématiquement une liste simplement chaînée. Donc, une liste contient des éléments. Là, par exemple, c'est une liste de caractères A, B, C, D. Donc, tête, c'est un pointeur qui va pointer vers le premier élément de la liste. Bien sûr, c'est une adresse. Après, il y a un chaînage. Donc, chaque deuxième partie de chaque cellule contient un pointeur vers l'élément suivant.
ainsi de suite. Sauf le dernier qui va contenir nil. D'accord? Donc, les cellules, donc tout ça, ce sont des cellules. Donc, les cellules ou bien des nœuds avec le même type de données. D'accord? Donc, dans une liste chaînée, on a toujours une liste avec le même type de données. D'accord? Maintenant, comment déclarer une liste en algorithmique? Une liste simplement chaînée. Donc, je déclare un enregistrement qui contient deux champs. Le premier champ, c'est le champ information. Et puis, je précise le type. Donc, qui peut être un type simple ou bien structuré. Et puis, un pointeur vers le prochain élément. Donc, suivant, c'est un pointeur vers liste. Fin enregistrement. Pour déclarer, donc, je peux déclarer une variable L de type pointeur vers liste. Ça, c'est la première déclaration. Donc, on sait, donc on peut utiliser cette déclaration, type d'abstract élément, et puis le type élément info, struct élément, étoile suivant, et le nom de sortie, c'est liste. Après, pour travailler, pour déclarer un pointeur vers la liste, donc je déclare le mot-clé liste, donc ça devient un type prédéfini, étoile L. D'accord? Donc, je vais utiliser L comme point d'entrée d'une liste ou bien peut-être ce que vous voulez. D'accord? Donc, avec ça, c'est-à-dire que je déclare un pointeur vers cette structure de données liste. Ou bien, donc, on peut déclarer un pointeur vers une cellule et cette cellule, c'est un enregistrement qui contient deux éléments, info et suivant, de type liste, de ce type-là. Fin enregistrement, et là, vous n'êtes pas obligé de rajouter pointeur liste. Tout simplement var L liste. Pourquoi? Parce que liste, elle est déjà déclarée comme étant un pointeur vers cette cellule. D'accord? Et on sait, donc on pourra utiliser cette déclaration. Moi, je préfère toujours utiliser celle-là en C. Hein. En TP, je préfère toujours utiliser celle-là. Elle est plus simple. D'accord? Maintenant, on va voir les primitives de gestion d'une liste simplement chaînée. Donc, première primitive, c'est l'accès à une valeur d'une liste. Donc, on a une liste, L, et A, un type de type élément de la liste. Donc, directement, pour récupérer une valeur de la liste ou accéder à une valeur, donc, j'affecte toujours directement le contenu de L.info. Je prends le champ information de la liste L et je le mets dans 1. Maintenant, création d'un nœud. Pour créer un nœud, bien sûr, on va utiliser la fonction malloc ou calloc. D'accord? Et en algorithmique, on va utiliser allouer. Donc, c'est une fonction. En général, on les utilise comme étant des fonctions prédéfinies, même en algorithmique. D'accord? Donc, j'ai un pointeur. Alors, lorsque je crée un nœud, bien sûr, je retourne quoi? Le pointeur qui contient ce nœud. D'accord? Donc, je déclare L de type liste, pointeur vers liste. Et puis, donc, L reçoit allouer, la fonction d'allocation, et j'alloue quoi? Taille de cellule. Donc, avec cette écriture, j'ai utilisé la deuxième définition d'une liste simplement chaînée. D'accord? Donc, taille de cellule. Ensuite, je retourne L. Je crée un élément, je retourne son adresse. D'accord? Après, là, les primitives d'ajout. Donc, il y en a plusieurs ajouts en tête de liste. Là, par exemple, si je veux ajouter un élément en tête de liste, alors c'est une procédure qui prend en entrée-sortie la tête de type liste et aussi un élément que je dois insérer qui aura le même type que le champ information de la liste que j'ai déjà défini. Donc, comme variable locale à cette procédure, je prends un nouveau, d'accord, ou bien Q ou bien P qui est de type liste. Liste, c'est un est de type pointeur vers la cellule. Donc, début, alors nouveau reçoit, donc excusez-moi, là, N minuscule. Alors, il s'agit du même pointeur. Donc, nouveau reçoit créer nœud, donc je fais appel à la fonction créer nœud qui va me retourner son adresse que j'affecte à nouveau. Ensuite, je vérifie, est-ce que la fonction d'allocation n'a pas généré une erreur? Quand on fait appel à une fonction pour allouer de l'espace mémoire, il faut toujours s'assurer que le résultat retourné par cette fonction est différent de nil.
Parce que s'il est différent de nil, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace mémoire, donc ce n'est pas la peine de continuer. D'accord? Donc, si nouveau différent de nil, là, il s'agit de l'algorithmique, vous n'êtes pas obligé de le rajouter, mais en programmation, il faut absolument le rajouter. Donc, je vérifie. Est-ce que, compte tenu de nouveau point info, plutôt, j'affecte X au champ information du pointeur nouveau. Ensuite, le suivant, je le fais pointer vers la tête de la liste et je décale la tête vers le nouvel élément que je viens de rajouter. Donc, je n'ai pas schématisé tous les cas. Par contre, là, j'ai schématisé à partir d'une adresse donnée Q. D'accord? Donc, pour ajouter un élément après une adresse donnée, il faut bien lire, après une adresse donnée Q. Donc, là aussi, je prends la liste en entrée, d'accord? Un pointeur, plutôt l'adresse Q en entrée et l'élément que je dois rajouter. D'accord? Je déclare aussi une variable locale qui s'appelle nouveau de type pointeur vers cellule ou bien de type liste. D'accord? Donc, début, toujours nouveau. Là aussi, N en minuscule, hein, excusez-moi. Donc, nouveau reçoit créer-le. Donc, je vais avoir la fonction, je vais faire appel à la fonction allouer qui va me réserver un espace mémoire qui contient la taille de la cellule. Avec la taille de la cellule, je vérifie si elle est différente de nil. Après, donc j'affecte X à sa partie information ou bien au champ information du pointeur et au champ suivant, j'affecte contenu de Q point suivant parce que je compte faire une insertion après une adresse Q. Après Q. Donc, le suivant de ce nouvel élément, c'est le suivant de Q. D'accord? Ensuite, Q point suivant, je lui affecte nouveau. Donc, ici, j'ai schématisé. Alors, imaginez qu'on a cette liste. D'accord? Donc là, c'est l'adresse Q après laquelle je compte insérer un élément. Donc, dans ce cas, je crée un nouvel élément avec nouveau. Je lui affecte X ou ce que vous voulez. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Le champ suivant de ce nouvel élément nouveau va pointer vers Q flèche suivant. Q flèche suivant, c'est cet élément, n'est-ce pas? Q flèche suivant, c'est cet élément. Donc, je vais faire pointer ce nouvel élément vers celui-là ou bien cette cellule vers la cellule qui contient D. Ensuite, le contenu de nouveau contenu de Q point suivant égale nouveau. Après, donc je vais faire pointer cette cellule vers celle-là. D'accord? Et donc, ce chaînage, je vais le perdre. D'accord? Et donc, je perds ce chaînage. Et voilà donc la nouvelle liste avec un élément inséré après une adresse Q. Est-ce que c'est clair pour l'insertion? Ou bien l'ajout. Vous êtes là? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Maintenant, je veux supprimer un élément après une adresse donnée. Là aussi, c'est simple, d'accord? Donc, pour supprimer un élément, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je prends l'adresse. Donc, P reçoit contenu de Q point suivant. Après, le contenu de Q point suivant reçoit contenu de P point suivant, tout simplement. Donc, je prends le suivant de ce Q parce que je veux supprimer l'élément après une adresse donnée. Donc, le suivant de Q, je dois le supprimer. Je l'affecte à P. Ensuite, le contenu de ce Q, je le fais, plutôt ce Q, le suivant de ce Q, je le fais pointer vers le suivant de son suivant. D'accord? C'est-à-dire P point suivant. Ensuite, je libère P. Là, vous pouvez utiliser suivant du suivant de Q directement. Mais comme j'ai besoin, je veux libérer l'espace occupé par l'adresse qui suit Q, la cellule d'adresse après Q, dans ce cas, j'ai affecté à P le contenu de Q point suivant. Je ne sais pas si j'ai schématisé. Voilà, j'ai schématisé. Alors, très bien. Donc, imaginez que j'ai cette liste et le Q est